Alors, nous allons changer d'organe et passer à la thyroïde et donc à ses conséquences, conséquences de la thyroïdectomie, avec la complication la plus redoutée finalement de la thyroïdectomie, c'est l'hypoparathyroïdie définitive, donc qui va être présentée par Samuel Frey et Éric Miraillet, donc, qui font le plaisir d'être là tous les deux. Monsieur le Président, Monsieur Ménégo, chères académiciennes, chers académiciens, je vous remercie de me donner aujourd'hui l'opportunité de discuter avec vous de cette complication de la chirurgie thyroïdienne qu'est l'hypoparathyroïdie post-opératoire. Alors, en guise d'introduction, c'est à côté des complications très visibles de cette chirurgie thyroïdienne, qui sont notamment la paralysie référentielle et l'hématome, l'hypoparathyroïdie post-opératoire, qui résulte le plus souvent d'une dévascularisation, parfois d'une ablation involontaire d'une ou plusieurs glandes parathyroïdes, est également une complication qui est redoutable. Elle entraîne une diminution de la sécrétion de la parathormone, donc la PTH, qui est l'hormone produite par ces mêmes glandes, et qui va altérer la régulation normale du métabolisme phosphocalcique. Alors, on va d'abord avoir, dans une période post-opératoire plutôt précoce, des complications aiguës avec des épisodes d'hypocalcémie plus ou moins profondes qui vont pouvoir éventuellement mettre en jeu le pronostic vital à court terme via des troubles du rythme cardiaque qui résultent d'une hyperexcitabilité myocardique, également des signes neurologiques, un type de convulsion ou ces paresthésies péribuccales des extrémités qui sont généralement les symptômes les plus fréquents qu'on voit souvent dans les services et un ensemble de symptômes, crise de tétanie et de redoutable laryngoscopie. Lorsqu'elle se chronicise, cette situation, on parle d'hypoparathyroïdie définitive et elle va s'accompagner d'autres symptômes, rénaux notamment, et des calculs d'insuffisance rénale, un spectre très large de signes neuromusculaires, neuropsychologiques qui sont assez mal définis et des altérations de la microarchitecture osseuse à cause d'un turnover osseux réduit, l'ensemble entraînant une altération de la qualité. Alors, la complexité de cet état, il est, je trouve, bien résumé par cette femme qui est volontairement très chargée, que j'ai tirée d'une revue récente de la littérature, et qui rapporte les différentes définitions d'hypoparathyroïdie post-opératoire qui sont décrites dans la littérature. On voit bien qu'on a une hétérogénéité très importante avec des auteurs qui vont la définir par un chiffre de calcémie, un chiffre de PTH, la présence ou non de symptômes, ou encore la seule nécessité d'une supplémentation vitamino-calcique, quand certains auteurs, ici vous voyez, 16 études ne donnent pas du tout de définition. Ça montre un peu la difficulté qu'on a à tirer des leçons de la littérature concernant cette pathologie. Il faut savoir que dans le cadre des recommandations récentes, sous l'égide de l'AFCE, de la Société française d'endocrinologie et de la Société française de médecine nucléaire, sur la prise en charge du nodule thyroïdien, il y avait tout un volet qui était très chirurgical, dont un chapitre consacré spécifiquement à la prévention de cette complication après thyroïdectomie totale. Alors, la première étape de ce travail, ça a été d'essayer de proposer des définitions assez consensuelles de cette pathologie, pour essayer de travailler un peu tous ensemble sur la même chose. Et il a été choisi de distinguer cet état en deux situations qui sont certes distinctes, mais néanmoins interdépendantes, puisque la seconde est toujours la conséquence de la première. On a d'abord un état post-opératoire précoce, qu'on a défini comme étant une hypocalcémie post-opératoire précoce, qui va être définie par un chiffre de calcium, c'est la calcémie sérique totale ou corrigée par l'albumine qui va être inférieure à 2 mmol par litre. C'est la définition qu'on retrouve le plus dans la littérature. Sur au moins un dosage entre J1 et J7 post-opératoire, en fait, le nadir de calcémie souvent va se trouver autour de 48 heures post-opératoire, associé ou non à des symptômes. La deuxième situation, qui découle toujours de la première, elle n'apparaît jamais de nouveau, et c'est l'hypoparathyroïdie définitive ou l'hypoparathyroïdie permanente qui va être définie cette fois-ci comme la nécessité d'une supplémentation vitamino-calcique pour éviter les symptômes et maintenir une calcémie normale. Et j'insiste vraiment là-dessus, associée à un dosage de PTH sérique basse ou inapproprié et avec une dimension temporelle, on dit au-delà de 6 mois après la chirurgie. J'insiste sur ce dosage de PTH parce que dans la littérature, très souvent, elle n'est définie que par la supplémentation vitamino-calcique, s'il y a tendance à surestimer la prévalence du problème et à inclure des patients à tort, quand on sait qu'il y a souvent des patients qui ont la poursuite de cette supplémentation, mais qui n'est pas forcément toujours nécessaire.
Quand on fait une petite méta-analyse de la littérature pour essayer d'estimer un peu l'ampleur du problème, je vous présente ici le taux d'hypocalcémie post-opératoire précoce dans les grandes séries de thyroïdectomie totale publiées après 2010. Vous voyez, avec une synthèse ici en rouge sur 211 000 patients. On voit que cette fréquence, elle est relativement élevée, elle est assez hétérogène dans la littérature, et la synthèse nous montre qu'on est entre 15 et 20% des thyroïdectomies totales qui se compliquent de cette hypocalcémie post-opératoire. C'est 17% le chiffre exact. Quand on s'intéresse cette fois-ci à l'hypoparathyroïdie permanente ou définitive, ici sur pareil, donc les grandes séries de thyroïdectomie publiées après 2010 sur 63 000 patients, vous voyez que ça intéresse environ 4% des patients, donc une situation plus grave que la première, heureusement, et ce qui fait que c'est une situation qui est plus difficile à étudier que l'hypocalcémie post-opératoire précoce, puisque évidemment, c'est une pathologie qui finalement est relativement rare. Alors, en résulte une difficulté de définition des facteurs de risque de cette hypoparathyroïdie définitive. Ce qu'on pense, c'est que c'est plus fréquent en cas de chirurgie thyroïdienne pour cancer thyroïdien. Quand on prend les études que je vous montrais juste précédemment et qu'on dichotomise les patients sur leur indication de thyroïdectomie totale, pour cancer ou pour maladie bénigne, vous voyez qu'on a une augmentation de la fréquence de cette hypoparathyroïdie définitive pour les chirurgies, après chirurgie pour cancer thyroïdien. Le curage ganglionnaire, en particulier lorsque c'est un curage central bilatéral, même si c'est discuté encore dans la littérature, pourrait être associé à plus d'hypoparathyroïdie définitive. Les chirurgies pour maladies de base d'eau, le sexe féminin, les déficits en vitamine D et les antécédents de chirurgie malabsorptive du type bypass gastrique. Alors, ce texte de recommandation, qui est paru récemment dans le journal de chirurgie, propose justement un certain nombre de recommandations basées sur un niveau de preuve plus ou moins élevé, avec pour objectif de prévenir cette hypoparathyroïdie post-opératoire après thyroïdectomie totale. J'en discuterai que quelques-unes aujourd'hui, c'est celles qui sont, disons, les plus chirurgicales et les moins discutables finalement. La première, c'est celle des contrôles vasculaires. On sait que les glandes sont vascularisées par des branches de l'artère thyroïdienne inférieure et pour la glande supérieure, des branches postérieures de l'artère thyroïdienne supérieure. Ici, des essais randomisés, si vous regardez dans le tableau, les 3 premiers essais randomisés concernaient l'artère thyroïdienne inférieure, nous montrent que la ligature des branches terminales de cette artère réduit le taux d'hypoparathyroïdie définitive en comparaison de la ligature du tronc de l'artère thyroïdienne inférieure. Et il en est de même, c'est la dernière étude du tableau, pour l'artère thyroïdienne supérieure. Donc, la FCE recommande la ligature des branches terminales de ces artères plutôt que de leur tronc pour prévenir le taux d'hypoparathyroïdie, d'hypocalcémie post-opératoire précoce du moins. Si on regarde le taux d'hypoparathyroïdie définitive, il est également réduit, mais on n'atteint pas la significativité statistique puisque, évidemment, on a un nombre important de patients. La deuxième recommandation, elle découle du fait que, on le sait, on a une grande variabilité de situation anatomique de ces glandes, en particulier les glandes inférieures, avec une fréquence importante des ectopies parathyroïdiennes. Et la question qu'on peut se poser, c'est, lors d'une thyroïdectomie totale, doit-on systématiquement aller rechercher les 4 glandes, les identifier pour s'assurer de ne pas les avoir lésées? Alors ici, la littérature récente nous donne des éléments de réponse, limités par, évidemment, un design non randomisé, des études qui sont essentiellement rétrospectives. Et de façon intéressante, c'est assez paradoxal, on voit que dans ces études, plus les auteurs vont aller identifier de glandes parathyroïdes, et bien plus on observe une augmentation du taux d'hypocalcémie post-opératoire précoce et même d'hypoparathyroïdie définitive. Alors ici, le message, ce n'est pas de ne pas aller rechercher les glandes, bien évidemment. On recommande au moins l'identification des glandes parathyroïdes supérieures, donc qui sont généralement plus faciles à trouver, puisqu'avec une situation anatomique plus préservée généralement. Évidemment, on recommande de préserver leur vascularisation, mais le message, c'est de ne pas se lancer dans des discussions trop difficiles, trop prolongées, notamment dans les prolongements thymiques, afin de rechercher les inférieurs, qui pourraient être traumatiques pour la glande et sa vascularisation. Alors, bien évidemment, l'identification d'une glande totalement détachée de son pédicule vasculaire et notamment sur la pièce opératoire à la fin de l'intervention doit indiquer son autotransplantation. On recommande aujourd'hui la transplantation d'un muscle sternocléidomastoïdien avec l'espoir d'une récupération de la fonction parathyroïdienne. C'est une recommandation qui est un avis d'expert. Mais la question plus difficile, c'est lorsqu'on identifie une glande
toujours in situ, attaché à son pédicule vasculaire, mais d'aspect macroscopique mal vascularisé, d'aspect ischémique. Faut-il la laisser en place ou faut-il l'exciser et l'autotransplanter? Alors là encore, la littérature nous apporte quelques éléments de réponse, encore une fois limités par des designs essentiellement rétrospectifs. Dans les 2 premières études que je vous montre ici, plus les auteurs excisaient ces glandes et les réimplantaient, donc on a là ici une augmentation du nombre de glandes excisées et réimplantées, et bien plus les auteurs constataient une augmentation du taux d'hypocalcémie post-opératoire précoce, biologique ou symptomatique. À l'inverse, les auteurs qui laissent en place in situ un nombre plus important de glandes, y compris des glandes d'aspect finalement macroscopiquement ischémique, et constate une diminution du taux d'hypocalcémie post-opératoire précoce et également d'hypoparathyroïdie définitive. Donc on ne peut pas recommander aujourd'hui l'exérèse de ces glandes et leur autotransplantation à titre systématique. Ce qui pourra être amené peut-être à l'avenir à changer avec les techniques notamment d'évaluation plus précise et plus objective de la vascularisation des glandes, et je pense notamment à l'injection du verre d'indocyanine, et qui n'a pas encore fait preuve de son efficacité, notamment pour l'hypoparathyroïdie définitive. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut absolument bien reconnaître l'existence de cette complication, sa sévérité, avoir une définition consensuelle qui permet d'étudier au mieux ces différents facteurs de risque et bien comprendre son retentissement. Mais en pratique, il faut reconnaître que c'est une complication qui est souvent sous-estimée parce qu'elle est moins visible que la paralysie récurrentielle ou que l'hématome. Et ici, je vous montre une étude, un graphique tiré d'une étude qui commence à être un peu ancienne, mais qui je trouve est très parlant, qui montre que parmi une cohorte de patients hypoparathyroïdiens, vous voyez que 47% des patients se trouvent moins bien après leur thyroïdectomie totale qu'avant, alors que seulement 16% de leurs chirurgiens pensent la même chose. Donc on a vraiment une différence entre les patients et leur chirurgien dans cette étude, et c'est pour ça que nous avions réalisé cette étude, l'étude Col-Hypoparact, une étude multicentrique avec la participation de tous les centres ici cités sur cette diapo, et une participation importante de l'association Hypoparathyroïdisme France, qui est l'association française qui regroupe les patients atteints de cette pathologie, et dont l'objectif était de comparer la qualité de vie de patients hypoparathyroïdiens post-thyroïdectomie totale avec celle de patients qui ont eu une thyroïdectomie totale, mais à fonction parathyroïdienne normale. Donc, c'était une étude qui était observationnelle, prospective, multicentrique. Nous avons inclus les patients qui avaient eu une thyroïdectomie totale parmi les membres de l'association Hypoparathyroïdisme France. Et nous avons également inclus des patients des cohortes TIRCOL et FOTIR, qui sont des cohortes multicentriques de patients thyroïdectomisés menées par Nantes, et notamment été exclus des patients qui avaient une hypoparathyroïdie, une autre cause que la chirurgie. Les patients ont alors été dichotomisés en 2 groupes. On avait des patients hypoparathyroïdiens post-thyroïdectomie avec toujours un dosage biologique de PTH qui nous montre très bien une PTH inférieure à 15 picogrammes par litre, inférieure à la norme du labo, au-delà de 6 mois après la chirurgie, et un groupe de patients à fonction parathyroïdienne normale après thyroïdectomie totale. Tous les patients ont été contactés par autoquestionnaire, parfois postal, et notre objectif principal, c'était de comparer la qualité de vie mentale, qui est comprise dans le questionnaire SF36, qui est le questionnaire de qualité de vie validé par excellence. Et nos critères de jugement primordial étaient la qualité de vie physique, qui est également comprise dans ce questionnaire SF36, la qualité de la voix, évaluée avec un questionnaire VHI, le Voice Handicap Index, qui est le questionnaire standard d'évaluation de la qualité de la voix, et les différents symptômes de l'hypoparathyroïdie, avec un questionnaire médical que nous avions mis au point. Vous voyez ici que parmi 349 patients qui ont été contactés, nous avons finalement inclus 45 patients hypoparathyroïdiens définitifs avec un contrôle de leur fonction parathyroïdienne biologique et 96 patients thyroïdectomisés à fonction parathyroïdienne normale. Les principales différences entre nos 2 populations, c'était un temps de réponse entre le moment où on leur a adressé le questionnaire et la chirurgie précédente qui était plus important chez les patients hypoparathyroïdiens, un âge plus jeune chez les hypoparathyroïdiens, surtout un taux de cancer thyroïdien supérieur chez les hypoparathyroïdiens, ce qui n'est pas une surprise, parce qu'on a vu que c'est un facteur de risque de l'hypoparathyroïdie définitive. Et quand on parle de qualité de la voix, évidemment, il faut prendre en compte un facteur confondant majeur, qui est une anomalie de mobilité des cordes vocales qui résulterait d'une lésion récurrentielle péropératoire. Et donc, on voit ici que la proportion de patients ayant un examen ORL anormal, avec des cordes vocales qui fonctionnent anormalement, parmi les patients qui ont eu cette évaluation entre le groupe n'était pas différente. Enfin, évidemment, les dosages biologiques étaient bien en faveur d'une hypoparathyroïdie chez les patients hypoparathyroïdiens et non chez les patients confondants. Je vous présente ici
l'évaluation de la qualité de vie de nos deux groupes, donc avec le questionnaire SF36. Vous pouvez voir ici le score mental, qui était donc notre critère de jugement principal, le score physique. Et ces deux scores mental et physique, en fait, ce sont des scores composites qui sont calculés à partir des différents sous-scores qui sont présents ici en périphérie du graphique. Et vous pouvez voir que la qualité de vie des patients hypoparathyroïdiens, qui ici est représentée par le cercle bleu, est significativement inférieure à celle des patients contrôlés. C'est le cercle rouge ici, en ce qui concerne le score mental, également le score physique, et puis ça se voit en fait sur tout le spectre des sous-scores qui sont décrits par le questionnaire SF36. En analyse univariée, l'hypoparathyroïdie évidemment, mais également l'âge était associé à une altération du score mental. Et vous voyez qu'en analyse multivariée, l'hypoparathyroïdie s'associe indépendamment des autres facteurs confondants potentiels à cette altération de la qualité. Quand on s'intéresse maintenant à la qualité de la voix avec ce questionnaire VHI, ce qu'il faut regarder, c'est essentiellement ce score VHI total avec un rapport des taux d'incidence qui est à 1,8. Alors ça veut dire que les patients hypoparathyroïdiens ont 1,8 fois plus de chances de présenter un score altéré, un score élevé et donc anormal. Et donc, ces patients ont bien une altération de la qualité de leur voix. Mais encore une fois, il faut qu'on prenne en compte ce facteur confondant, qui est cette anomalie de mobilité des cordes vocales. Vous voyez qu'en analyse univariée, évidemment, des patients qui ont une anomalie de mobilité de leur corps vocal ont un score VHI altéré, donc une altération de la qualité de leur voix. Et vous voyez ici qu'en analyse multivariée, l'hypoparathyroïdie apparaît bien indépendamment de cette anomalie de mobilité des cordes vocales associée à une altération de la qualité de vie. Et enfin, je vous ai dit que nous sommes intéressés aux différents symptômes de l'hypoparathyroïdie, donc avec ce questionnaire médical où en fait on les a interrogés sur des symptômes qui soit étaient décrits dans la littérature, soit sortaient en fait de nos discussions avec les patients de l'association. Et vous voyez que ces symptômes étaient quasiment constamment, significativement plus fréquents chez les patients hypoparathyroïdiens en bleu que chez les patients contrôle en rouge. Et quand on sélectionne les symptômes qui sont les plus fréquents, donc présents chez plus de 50% des patients hypoparathyroïdiens, donc c'est les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les paresthésies, les crises de tétanie, les crises d'angoisse et l'épuisement. Eh bien, vous pouvez voir ici qu'en analyse univariée, la présence de chacun de ces symptômes était significativement associée chez ces patients hypoparathyroïdiens à une altération de la qualité de leur vie et qu'en analyse multivariée, la présence d'au moins 2 de ces symptômes et la présence d'un score VHI altéré s'associait également à une altération de la qualité de vie. Donc au total, cette étude elle montre bien que l'hypoparathyroïdie définitive s'accompagne d'une altération de la qualité de vie, d'une altération de la qualité de la voix, et elle fait le lien entre les symptômes, la qualité de la voix et la qualité de vie. Alors évidemment, ses principales limites, c'est qu'on n'a pas apparié nos patients. Vous avez vu qu'on avait quand même quelques petites différences entre nos deux populations. Nous n'avons pas utilisé d'outils spécifiques pour évaluer la qualité de vie dans le cadre de la thyroïdectomie totale ou de l'hypoparathyroïdie. Et c'est une auto-évaluation, donc on n'a pas de mesure objective des différents paramètres que je vous ai présentés. Après, ça reste une étude prospective nationale, 45 patients avec une fonction parathyroïdienne bien contrôlée sur le plan biologique. C'est pas très fréquent. On a une définition donc, qui est vraiment stricte de cette hypoparathyroïdie et un groupe contrôle constitué de patients thyroïdectomisés totaux et donc également tous hypothyroïdiens. Tous nos patients sont hypothyroïdiens et supplémentés par l'hypothyrox nous permet de prendre en compte ce facteur potentiel quand on évalue la qualité de vie. Et enfin, évidemment, une auto-évaluation, ça n'est pas une mesure objective, mais ce qui nous intéressait dans cette étude, c'était le point de vue du patient. Et pour terminer, la suite de cette étude-là, c'est une étude qui est en cours avec participation de différents centres membres de la FCE avec cette fois-ci tentative de créer un score de qualité de vie qui est spécifique à l'hypoparathyroïdie. Donc là, les patients sont en cours d'inclusion afin de mesurer la gravité de leurs symptômes, notamment au cours du temps, et d'évaluer l'efficacité de leur traitement pour les adapter au mieux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous félicite pour cette excellente présentation très, très analytique et très agréable à écouter. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? En fait, je vais franchir un pas que vous n'avez probablement pas osé franchir, c'est-à-dire que vous avez parlé de la qualité de vie avec l'hypopara, vous avez parlé de la qualité de la voix. On avait l'impression que vous alliez parler de la qualité de la chirurgie, en réalité. C'était peut-être ça de ça que vous vouliez parler. Alors peut-être il faudrait. Après, je crois que l'étude du groupe lyonnais montrait qu'effectivement, il y avait un impact de l'expérience du chirurgien sur le taux d'hypoparathyroïdie. Donc évidemment, l'expérience joue un rôle dans cette complication-là. Donc, il y a des consignes qui sont données en matière de formation. Vous savez qu'on s'intéresse à l'Académie beaucoup à la formation des jeunes chirurgiens. Ça va être effectivement... Alors oui, je pense que c'est très important. Et ça va être la question de
c'est le professeur Donatini qui en parle beaucoup au niveau de l'ESS, hein, comment on appelle ça, de donner l'autorisation à certains centres, effectivement, de faire certaines chirurgies en fonction du taux en fonction du taux de complications. Là aussi, je pense que alors ça dépend Question de là la probablement où cette chirurgie est réalisée. Il doit y avoir des grands centres et puis des centres moins importants. Et je pense que on en revient au sujet d'avant, c'est-à-dire que l'arrivée des registres qui ne saurait tarder dans les toutes prochaines années va probablement permettre de faire un peu mieux la part des choses en termes de complications. Par exemple, pour la prostatectomie, il a été clairement montré que plus il y avait de réhospitalisation, alors c'est probablement pas le cas pour la thyroïde, mais plus il y avait de complications de cet ordre, eh bien, c'était corrélé à un faible taux. Bon, c'est presque un truisme maintenant. Oui, parce que c'est vrai que cette hypoparathyroïdie, je ne suis pas sûr que l'hypocalcémie post-opératoire précoce, je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça, parce qu'on arrive à peu près à la contrôler, quoi. En revanche, l'hypoparathyroïdie définitive, c'est grave, quoi, en fait. Hein, donc, mais beaucoup plus difficile à étudier, puisque finalement, elle est mal définie et elle est beaucoup plus rare. Ouais. Alors, cette hypocalcémie post-opératoire précoce, elle pose essentiellement le problème de rallongement des durées d'hospitalisation éventuellement et des quelques cas qui menacent le pronostic vital et que je décrivais, mais ce n'est pas le problème principal. Voilà, mais quand on voit que c'est à peu près 4%, enfin alors c'est un petit 4%, j'espère qu'en fait d'hypoparathyroïdie définitive après thyroïdectomie totale, c'est quand même pas la même fréquence, enfin, que le nombre de patients qui ont une thyroïdectomie totale est beaucoup plus élevé que ceux qui ont une surrénectomie pour corticosurrénalome. Donc c'est vrai que ça fait quand même un handicap assez sérieux, tu nous l'as démontré. Et nous, on avait fait une petite étude en fait là-dessus, et en fait, on voyait que tous les patients qui avaient une hypoparathyroïdie définitive, les jeunes, n'avaient pas repris le travail. Ils ne pouvaient pas reprendre le travail dans les 6 mois, 1 an qui suivaient la chirurgie. Donc, ça a vraiment des conséquences majeures. Ouais, c'est vraiment des conséquences majeures. Quand on discute avec les patients, c'est vraiment une catastrophe. Pour ce qui est de l'arrêt de travail, dans le papier qui évaluait la qualité de vie, on avait une corrélation entre la fréquence des complications et la durée d'arrêt de travail. C'est un vrai coût pour la société en pratique. Ça, ce sont des choses qui sont traçables sur les datas que la CNAM, le SNIRAM, enfin, c'est parfaitement, on peut relativement facilement établir le lien et effectuer des études démonstratives, oui. Alors, les progrès à attendre, enfin, c'est la formation, ça, vous avez insisté, c'est évident. Il y a aussi les indications de thyroïdectomie totale. Et il y a une proportion de lobectomie thyroïdienne qui devient de plus en plus importante avec les recommandations américaines et françaises aussi sur la prise en charge du cancer thyroïdien. Et puis, je pense la connaissance de la gravité de cette complication. C'est vraiment les facteurs qui poussent les chirurgiens à être encore plus prudents. Oui, pardon. Quel est le meilleur traitement actuel de ces hypothyroïdies sévères post-opératoires tardives? De ces hypoparathyroïdies, il y a la PTH de synthèse qui commence à sortir avec des résultats qui sont tout juste encourageants, mais qui sont variables en fait entre les essais observationnels, les essais randomisés. Je pense que c'est un peu tôt encore pour vraiment dire c'est ça qui va nous sortir de ce problème. Sinon, c'est un traitement qui est très symptomatique en pratique. Et c'est amusant parce que c'est un peu la seule pathologie endocrinienne où le traitement de référence, donc qui peut-être sera la PTH de synthèse, mais ce n'est pas encore le cas, ne repose pas sur la supplémentation de l'hormone qui manque. Bon, écoutez, merci beaucoup Samuel. Et donc,